J'ai dit que je parlerai aussi de la sûreté, des sécurités des vaccins Covid. Je dois commencer par reconnaître, comme toute forme de médicament, les vaccins Covid-19 disposent de bénéfices et de risques. Des essais cliniques chez les humains en vertu des informations publiques, en tout cas données au public. Pour Comirnaty, les premiers tests chez les humains ont été réalisés en avril 2020. Pour Moderna, premiers essais ont été réalisés le 16 mars 2020. En tout cas pour l'Union européenne, à ce moment-là, tous les États étaient en confinement complet pour 2 mois au moins. D'où ma question. Étiez-vous consciente de l'existence de ces essais cliniques chez les humains? Et est-ce que les sujets de ces essais avaient été exposés au virus de façon intentionnelle, puisqu'il s'agissait d'essais cliniques avec un contrôle placebo? En vertu de votre rapport sur la sécurité pour ces vaccins, pour le Comirnaty, nous avons 8000 personnes qui sont mortes de façon spontanée après l'injection par Comirnaty. Est-ce que ce chiffre suffit en lui seul à susciter des questions ou est-ce qu'il nous faut attendre plus de morts encore avant d'admettre qu'il y a de sérieuses difficultés, sérieux problèmes liés à l'injection? Merci beaucoup. Vous aviez 1 minute, vous en avez pris 4. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Monsieur Thérèse. Vous auriez pu poser vos questions d'une autre façon, Monsieur Thérèse. Non, c'est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé. As I said, already mentioned. Je l'ai déjà mentionné, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, Madame Cook. Merci également de nous avoir reçus aux Pays-Bas, à Amsterdam. C'était pour nous une excellente visite. Nous avons beaucoup appris et nous avons intégré ces informations pour toutes les autres auditions. Et cela, bien sûr, sera aussi le cas pour notre rapport. Nous avons déjà un projet de notre rapporteur et mercredi est la date butoir des amendements. C'est donc en quelque sorte la dernière audition avant la soumission des amendements. Vous avez joué un rôle extrêmement important et vous continuez de jouer un rôle crucial lorsque nous nous penchons vers l'avenir, les enseignements à tirer. Je vous donne la parole sans plus attendre, Madame, et puis nous passerons aux questions de nos eurodéputés. Madame Cook. Merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous ici aujourd'hui. Merci Madame Van Bremt. En effet, c'était un plaisir de pouvoir accueillir les membres de la commission spéciale Covid-19 dans nos bâtiments en septembre dernier. Et nous avions beaucoup de temps en réalité à ce moment-là et nous avons pu donner des informations détaillées sur nos travaux et répondre à des questions spécifiques. Des questions aussi qui s'étaient posées pendant les premières années de la pandémie. J'aimerais parler maintenant de certains des enseignements au sein de l'EMA et du réseau réglementaire, tout ce que nous avons appris de la pandémie. J'aimerais également parler de notre expérience pour le contrôle des effets secondaires, les mesures de transparence exceptionnelles que nous avons adoptées et la façon dont nous nous préparons aux menaces futures. Vous l'avez entendu de la commissaire Kyriakides, la réaction européenne à la pandémie était puissante. Son succès se fonde sur une collaboration sans précédent, une souplesse et une unité entre les régulateurs, les développeurs et les citoyens. L'Union européenne, la stratégie de vaccination européenne a changé la donne et je suis très fière du rôle joué par l'EMA pour garantir que tous les États membres européens aient pu recevoir des vaccins de grande qualité, sûrs et efficaces. Et ce, après moins d'1 an du début de la pandémie causée par un virus inconnu au préalable. Nous avons beaucoup entendu parler du nombre d'incertitudes, des facteurs inconnus, et c'est encore le cas. Nous sommes toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, nous nous informons en continu. Mais nous avons maintenant 7 vaccins autorisés, nous avons 8 médicaments autorisés, 1,4 million de doses de vaccins qui ont été délivrées dans l'UE, ainsi que 2,4 millions de doses exportées vers plus de 160 pays. Et comme vous l'avez entendu, nous estimons
à 20 millions le nombre de vies sauvées pour la première année de déploiement des vaccins uniquement. Comment avons-nous atteint tous ces succès? Eh bien, nous avions un plan de menace létale, menace sanitaire plutôt, que nous avons activé rapidement en février 2020. Cela nous a permis de contacter rapidement des développeurs d'éventuels vaccins Covid-19 et de thérapies. Et nous avons pu fournir des conseils scientifiques très rapidement pour plus de 150 produits candidats. Et pour les plus prometteurs, nous avons pu également procéder à des évaluations très flexibles, ce qui a permis également des autorisations rapides, qui s'accompagnaient d'ailleurs de plans de pharmacovigilance très détaillés et des requêtes pour des études de suivi et d'informations complémentaires et de confirmation. Des études complémentaires nous ont permis également d'en arriver à plus d'autorisations pour de nouveaux groupes d'âge, donc des populations cibles, et nous avons pu produire des doses supplémentaires car nous avons révisé rapidement des nouveaux sites de production pour permettre à l'approvisionnement d'être plus large. Nous avons reçu également des informations complémentaires pour les doses des vaccins de rappel dès que nous avons obtenu plus de données. Et l'année dernière, nous avons évalué également les versions adaptées des vaccins à ARN messager pour tenter de lutter contre les variants et l'évolution très rapide du virus, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Nous avons également noté une explosion de demandes d'informations. Nous avons dès lors dû nous adapter à ces nouvelles demandes pour fournir également des informations très fiables pour toutes les parties prenantes. Nous avons dû explorer de nouvelles voies de communication, par exemple des réunions pour les parties prenantes ou des points presse réguliers. Nous avons amélioré également la transparence de nos opérations en publiant les listes de tous les produits qui avaient obtenu des conseils scientifiques. Nous avons publié les rapports d'évaluation, les données cliniques, les plans de gestion des risques, ainsi que des actualisations mensuelles de sécurité jusqu'à la fin de l'année dernière. En réalité, la collaboration est devenue notre mode opératoire, notre fonctionnement de facto. Et nous avons voulu travailler avec la Commission, avec les autorités nationales, avec le CDC, de façon renforcée encore. Et bien souvent, nous avons tenu des réunions hebdomadaires à ce haut niveau. C'était donc là une période de collaboration extrêmement intense. Nous avons également eu une coopération au plan international, car bien sûr ce virus a attaqué toutes les régions du monde et nous apprenions, nous interagissions avec des régulateurs de nombreux pays, en ce compris la FDA, l'autorité sanitaire d'Afrique du Sud, son homologue australienne, japonaise et toute une série de régulateurs qui ont travaillé dans cette coalition de régulateurs et d'autorités de santé internationales. C'était extrêmement important de se rencontrer dans ces enceintes-là aussi. Ce groupe stratégique international a également travaillé avec l'OMS. Nous avons travaillé sur une déclaration conjointe confidentialité des vaccins et nous avons travaillé également sur une stratégie aux variants des vaccins, stratégie harmonisée. Après l'intensité de ces 2 premières années, nous avons commencé à tirer des enseignements. Et là, je dois dire que nous avons adapté notre approche chemin faisant au fur et à mesure de nos opérations parce que nous voyons ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les nécessités d'informations complémentaires, etc. Donc, nous avons appris en travaillant et nous avons réalisé également quelles étaient les marges d'amélioration. Et j'aimerais maintenant me concentrer par rapport à ces enseignements tirés sur différents domaines. Tout d'abord, les essais cliniques. Ensuite, l'utilisation de ce qu'on appelle les preuves issues du monde réel. Ensuite, l'agilité, la capacité d'adaptation de notre expertise. Et puis, l'approche en matière de communication aussi. Tout d'abord, par rapport aux essais cliniques. Là, nous avons dû construire un environnement qui permet de mieux soutenir les recherches et les essais cliniques qui posent les bonnes questions et qui peuvent ensuite générer des résultats qui arrivent à point nommé. Il était difficile en effet de retirer des résultats pertinents
En matière de thérapie, par exemple de traitement, la majorité des essais cliniques étaient beaucoup trop petits et n'ont pas permis de générer des résultats probants. Autrement dit, disposer de réseaux, de protocoles harmonisés serait certainement une première étape cruciale en la matière. Nous avons un mandat maintenant pour une task force d'urgence, groupe de travail d'urgence, et dans ce mandat, nous avons notamment une responsabilité de coordination des essais cliniques en situation d'urgence. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons dans une nouvelle initiative de concert avec la Commission et les États membres pour accélérer les essais cliniques dans l'UE, Acte UE, qui entrera en vigueur au moment de la mise en œuvre du règlement essais cliniques 2022. Le deuxième domaine dont j'aimerais parler aujourd'hui pour les enseignements tirés, c'est l'importance des preuves issues du monde réel. Car beaucoup des questions étaient posées à ce propos. Nous avions en effet besoin de solutions extrêmement rapides et c'est la raison pour laquelle nous devions procéder aussi à un suivi des essais cliniques en y ajoutant des données supplémentaires issues de ces données probantes du monde réel. Et cela est très important en particulier pour répondre aux nouvelles menaces sanitaires. Nous étions dès lors toujours en train d'élargir l'éventail des données et des ressources disponibles et nous avons externalisé des études, parfois de concert avec le CDC, pour tenter de répondre à certaines des questions qui étaient laissées en suspens. Ce que nous avons instauré également, et c'était en réalité une coïncidence, cela ne faisait pas partie de notre plan de réaction à la Covid, mais nous avons également instauré un centre de coordination pour donc un réseau d'analyse des données et des preuves issues du monde réel. C'est un système fédéré de collecte des données en provenance de différents sites de l'UE. Et il nous semble que nous devons continuer sur cette base-là, sur ce réseau, pour coordonner notre réponse, notre réaction à l'avenir. Les travaux en cours dans le cadre de l'espace des données sanitaires ou des données de santé au sein de l'UE nous aidera grandement en la matière aussi. Nous devrons en effet avoir accès aux données sanitaires secondaires pour améliorer notre réponse. Le troisième domaine sur lequel je voulais me concentrer dans le cadre de ces leçons tirées, c'est les ressources. Nous avons vu en effet des limitations en matière de ressources très claires, tant au sein de l'Agence européenne des médicaments et pour les autorités nationales compétentes. Nous devons pouvoir améliorer notre capacité d'évaluation scientifique très rapidement. Par exemple, en créant une réserve d'évaluateurs de situations de crise et aussi en harmonisant nos processus pour que nous puissions améliorer et augmenter notre charge de travail. Donc nous devons avoir un système très agile basé sur l'expertise pour avoir toujours accès à la bonne expertise là où elle est nécessaire et il nous faut travailler plus pour développer ces capacités d'expertise partout au sein de l'UE. Nous sommes en train de travailler au travers de différentes initiatives en combinaison, en collaboration avec nos agences de médecins, donc autorités compétentes pour les questions sanitaires. Nous misons par exemple sur le renforcement des formations. Nous explorons de nouvelles façons aussi de travailler à l'avenir et d'élargir ce réseau. Nous commençons déjà à voir les fruits portés par ces activités et lors de la prochaine révision de la réglementation, nous pourrons encore améliorer les choses. Les enseignements tirés sur la communication maintenant. Il nous faut certainement renforcer la coopération avec d'autres partenaires sanitaires, en particulier les groupes consultatifs sur l'immunisation, donc groupes nationaux, qui étaient très importants dans ce cadre-là aussi. Et cette nécessité de collaboration est absolument cruciale pour nous, pour générer plus de confiance, par exemple, et pour éviter aussi de générer des impressions de conflit d'intérêts. Il nous faut renforcer nos efforts aussi pour lutter contre la désinformation. J'ai dit que je parlerai aussi de la sûreté, des sécurités des vaccins Covid. Je dois commencer par reconnaître, comme
comme toute forme de médicament, les vaccins Covid-19 disposent de bénéfices et de risques aussi. Toutefois, nous avons des données de santé très larges sur le vaccin Covid-19, des données qui ont été générées beaucoup plus rapidement que pour tous les autres vaccins autorisés. Nous en savons dès lors beaucoup plus sur ces vaccins grâce aux énormes données au train de données initiales et tous les efforts ultérieurs. Vous vous rappelez peut-être qu'au moment de l'autorisation des premiers vaccins Covid-19 à ARN messager, nous avions des tests dans des essais cliniques randomisés contrôlés par placebo avec 30 à 40 000 sujets exposés à chacun des vaccins. Autrement dit, nous avions des essais de 5 à 10 fois plus grands que les essais cliniques habituels. C'est très important de réaliser l'ampleur énorme de ces données. Alors bien sûr, après l'autorisation, les vaccins ont été utilisés à une échelle sans précédent grâce à de très grandes campagnes de vaccination et des obligations de rapport en matière de sécurité très strictes. Par exemple, pour l'UE, nous avons demandé aux entreprises de nous fournir des rapports de sécurité mensuels en outre des autres rapports habituels. En général, nous attendions d'habitude les rapports après 6 mois d'expérience. Nous avons augmenté également nos capacités d'observation et amélioré la collaboration aussi pour bien échanger des données face à sur l'apparition de certaines questions sanitaires, parce que nous avions de plus en plus de données qui s'accumulaient, bien sûr. Dans l'UE seul, nous avons maintenant administrer près d'1 milliard de doses de vaccins. Et cela génère autant de données qui nous permet d'identifier très rapidement certaines réactions, même très rares, des effets secondaires très rares qui sont donc vus chez un patient sur 10 000, voire moins. Parfois, cela prend des années d'obtenir des données de la sorte pour d'autres vaccins. Donc nous avons vu ce qu'il en était pour les périmyocardites, par exemple, pour les vaccins ARN messagers, ou les cas de thrombose avec thrombocytopénie pour les vaccins à base de vecteurs adénoviraux. Nous avons donc vu, au travers de ces données, très rapidement où se situaient les problèmes. Nous avons analysé les données européennes et internationales pour ensuite placer les systèmes d'avertissement nécessaires. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les profils de sécurité pour les vaccins Covid-19 sont très rassurants. L'écrasante majorité des effets secondaires de ces vaccins sont très limités, très modérés et apparaissent juste après la vaccination, ce qui est d'ailleurs tout à fait habituel et normal pour tous les vaccins. C'est généralement dans les 6 semaines après la vaccination que l'on voit la majorité des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont également ou durent très peu de temps. Les données disponibles indiquent également que les vaccins sont bien tolérés chez les enfants et que le profil de sécurité, de sûreté pour les enfants est comparable à ce que nous voyons pour le profil chez les adultes. Autrement dit, les problèmes de sûreté graves sont extrêmement rares et ont été détectés très rapidement grâce aux premières données, aux données initiales, ensuite dans le sillage du très large déploiement, grâce à la surveillance intensifiée que nous avons pu réaliser. Et nous avons toujours accompagné ces révisions sur les effets secondaires par des communications transparentes et très ouvertes au grand public. Donc finalement, pour en arriver maintenant au Covid long et à quelques perspectives d'avenir, vous l'avez entendu, il y a au moins 17 millions de patients européens qui souffrent du Covid long. Et je le rappelle, c'est une nouvelle maladie. Nous ne connaissons pas encore précisément ce qu'elle est. Elle est multifactorielle. Elle se manifeste de façon variable et nous n'allons certainement pas trouver une seule façon de la traiter, mais nous pourrions trouver différents traitements en fonction des différentes formes. Nous avons travaillé avec des groupes de patients et avec les développeurs pour mieux comprendre le Covid long, pour également tenter de mieux développer des approches thérapeutiques et pour les autoriser. Alors pour l'avenir, nous sommes en train de préparer, ou pour
plutôt pour éviter des menaces sanitaires. Notre groupe de travail surveille toujours la situation et est toujours disposé à fournir des recommandations scientifiques, des conseils scientifiques pour d'autres pathogènes, l'Ebola, Zika, la grippe pandémique, le virus chikungunya également. Et nous envisageons d'autres technologies, par exemple les bactériophages. Nous procédons à une bonne coordination également avec les autres organes européens, la DGRA, le CDC et bien sûr l'OMS également. Voici ce que je pouvais vous dire. C'était un très large panorama, je crois. Et j'espère avoir pu dresser le topo de nos activités. Merci, oui, merci pour cette introduction très claire. Un grand merci. Kimporopoulos, please. Thank you, Madam Chair, and really, I would. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Directrice, d'être avec nous aujourd'hui. Il est bon que nous ayons cette opportunité d'avoir un débat concernant le rôle essentiel de l'EMA. Merci pour votre intervention très concrète. Pendant la pandémie, l'EMA a joué un rôle clé en ce qui concerne les autorisations. Cela a permis d'accélérer les autorisations de médicaments et des centaines de milliers de vies ont été sauvées. Cela a permis une procédure réglementaire qui a bien fonctionné et cela a permis l'accès aux médicaments, y compris après la pandémie. Il est important de tirer des enseignements de cette expérience pour pouvoir les appliquer dans d'autres situations d'urgence. Parallèlement, il faut une véritable union de la santé avec un mandat fort concernant notamment sur le suivi et la réduction des risques de médicaments critiques. Dans vos observations, vous nous avez donné un peu les perspectives pour l'avenir. Les citoyens européens dans les différents États membres ont des difficultés à accéder à certains médicaments. Cela constitue une menace grave pour la santé et cela est source de préoccupation pour les patients qui dépendent de l'approvisionnement dans leur pays de résidence. En quoi votre l'EMA peut intervenir sur ce point et que peut faire l'EMA pour lutter contre la fragmentation des approches dans ce domaine? Merci. Merci. Madame Trial-Lenoir. Bonjour Madame la Directrice, heureuse de vous revoir ici et un grand merci pour votre intervention très exhaustive. Je voudrais moi aussi, comme mon collègue Stelios, revenir sur les nouvelles responsabilités de votre agence, en particulier en matière de prévention et de gestion des pénuries de médicaments. Quelles sont les actions que vous envisagez à court, à moyen et à long terme pour mettre concrètement en œuvre ce nouveau mandat? Par exemple, est-ce que vous envisagez de demander aux industriels du médicament d'élaborer un plan de prévention des pénuries de médicaments essentiels et de leur imposer l'établissement de stocks de 2 ou 3 mois, par exemple, pour ces médicaments? Est-ce que vous considérez que la gestion de ces stocks pourrait être notamment suivie grâce au système européen de vérification des médicaments? Il faudrait évidemment compter sur la participation des industriels, mais aussi des grossistes répartiteurs, pardon les interprètes, je ne sais pas le dire en anglais non plus, qui sont des éléments très importants de la chaîne de production. Vous avez parlé du Covid long, je pense que nous en reparlerons.
Vous avez parlé, Madame Kyriakides a parlé de nouveaux fonds pour le Covid long, ainsi que de l'établissement d'un réseau européen de centres d'experts. Est-ce qu'on pourrait également imaginer la mobilisation des fonds de Horizon Europe sur le Covid long? Et j'avais l'intention de vous demander si vous étiez en train d'évaluer des traitements pouvant soulager les patients atteints de Covid long, mais vous en avez déjà parlé. Enfin, nous avons évoqué avec Madame Kyriakides le problème des doses non utilisées de vaccins. Et dans ce contexte, je voudrais savoir si l'EMA envisage de mener une nouvelle évaluation pour pouvoir éventuellement prolonger la date de validation du vaccin Pfizer ou d'autres vaccins d'ailleurs. Merci par avance pour vos réponses. Merci beaucoup. Mrs. Cook. Madame Cook. D'abord, merci aux députés qui sont intervenus. Merci à Madame Trier-Lenoir pour vos questions pertinentes. Ça a été un plaisir de pouvoir coopérer avec vous, essayer de répondre à vos préoccupations. J'aimerais revenir sur certains points qui ont été évoqués. D'abord, comment prévoyons-nous d'accélérer les évaluations en dehors des périodes de Covid? Je parlerai de ce que l'on fait pour éviter les pénuries. Je parlerai également de la question des extensions de vaccins. Donc, d'abord, en ce qui concerne les procédures, nous avons utilisé des autorisations de mise sur le marché conditionnelles en ce qui concerne les vaccins Covid. Cela a permis de d'adopter une décision commune pour l'ensemble des États membres. C'était néanmoins une autorisation véritable et pas une autorisation d'urgence. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a permis une révision progressive. Nous avons évalué au fur et à mesure les informations auxquelles nous avons pu accéder. Est-ce qu'on pourrait appliquer la même procédure en dehors de situations de Covid? Oui, mais pour des produits faisant l'objet d'une priorité importante, car cela représente un investissement important en ressources. En tout cas, cela pourrait être fait dans des domaines dans lesquels il y a des besoins médicaux qui ne sont pas satisfaits. Des législations pourront être adoptées, mais pour l'instant, nous essayons de rationaliser nos procédures pour accélérer nos évaluations de médicaments. En ce qui concerne le suivi et les pénuries, en cas d'urgence de santé public ou en cas d'événement majeur, il y a des mesures. Nous avons déjà mis en place un groupe de suivi européen en ce qui concerne le suivi des pénuries de médicaments. Nous mettons en place un groupe de suivi avec des points de contact dans chaque État membre pour bien connaître la situation sur le terrain en ce qui concerne des pénuries qui pourraient déboucher sur des crises. Donc, on essaie d'évaluer l'ensemble de ces situations de risques potentiels. Dans le cadre de la nouvelle législation, nous avons également mis en place des points de contact dans les laboratoires concernés. Ce mécanisme permet d'obtenir des informations rapides en ce qui concerne la situation sur le terrain.
Lorsque nous identifions un problème qui affecte un certain nombre d'États membres, alors nous essayons de mettre en place des mesures pour suivre et réduire le risque. Nous essayons de bien comprendre la cause profonde des pénuries avec les laboratoires. Nous recherchons des approvisionnements alternatifs. Nous demandons aux laboratoires de nous informer en amont. C'est-à-dire que dès qu'ils savent qu'il y a potentiellement un risque de pénurie, on en soit informé. Cela permet de planifier, de répartir les médicaments en Europe de manière adéquate. Cela permet de comprendre que des importations pourraient être nécessaires pour résoudre une situation particulière. Vous avez également mentionné la question de la fragmentation de la recherche clinique. Alors, on fait plusieurs choses à cet égard. Nous travaillons avec la DG RTD, responsable de Horizon 2000. Nous travaillons avec les différentes plateformes qui ont été mises en place. Nous organisons des réunions spécifiques en ce qui concerne les essais cliniques dans des situations d'urgence. Nous essayons de rassembler les réseaux, les consortia, des universitaires, des chercheurs pour mettre en œuvre une approche de plateforme en ce qui concerne ces essais cliniques. J'aimerais faire une autre observation pour répondre à l'observation de Madame Triel-Lenoir. Concernant la stabilité des vaccins et la durée de conservation, comme on était en situation de crise, nous avons autorisé des produits ayant une durée de conservation moindre, mais nous avons ensuite collecté des informations complémentaires qui nous ont permis de déterminer que les vaccins avaient une durée de conservation plus longue. Par exemple, en ce qui concerne le Comirnaty, il y a eu initialement une durée de conservation de 6 mois et maintenant nous avons collecté des données qui montrent qu'il est stable pendant 18 mois et nous attendons maintenant des informations complémentaires qui porteront ce délai de conservation peut-être à 24 mois. Donc, si le produit est stable, à une conservation longue, eh bien, cela permet de veiller à ce que le produit remplit les spécifications jusqu'à la date d'expiration de la date de conservation. Merci. Vous êtes directrice de l'Agence européenne des médicaments et c'est vous qui avez autorisé les vaccins Covid de Pfizer et des autres. Vous avez donc joué un rôle central, moi je dirais crucial, dans la stratégie vaccinale imposée par la Commission. Je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu une énorme pression politique. On l'a lu dans les messages qui ont fuité de votre agence. Vous avez donc octroyé une autorisation en 10 jours après avoir reçu la demande officiellement de Pfizer, sans production d'études, et Pfizer qui a sorti un vaccin en moins d'1 an. Madame, plus de 11 000 décès post-vaccination ont été signalés à l'EMA auprès de votre agence. Ici, un des rapports. Dernier, d'ailleurs, que je salue, parce que malheureusement, vous avez encore changé votre site Internet et on n'arrive plus à avoir accédé à ces statistiques. À partir de quand ou de combien de cas vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes aux laboratoires? Comment se fait-il que chaque fois qu'un effet négatif des vaccins, je dis bien à chaque fois, ce sont des agences nationales, la Suède ou d'autres qui ont trouvé en premier, réagi en premier? On se souvient des thromboses, des myocardites, des hémorragies féminines. Et l'EMA a toujours été la dernière à réagir. Alors que vous avez les moyens, presque 1000 employés, 417 millions d'euros de budget en 2022, dont 357 millions payés par les laboratoires pharmaceutiques. Vous nous direz aussi d'ailleurs combien vous verse le laboratoire Pfizer-BioNTech. Dans cette crise, vous avez paru laxiste et pro-labo. Pfizer vous a dit 95% d'efficacité, vous avez répété 95% d'efficacité. Vous savez, les laboratoires ne disent pas toujours la vérité, vous devriez le savoir, vous avez travaillé pour les lobbies pharmaceutiques, excusez-moi. Le dernier temps qui me reste, en fait, je la consacrer à Valérie, maman de Justine, que j'avais invitée à venir ici, mais qui est en arrêt maladie et pour cause. Bonjour Madame le député, ma fille de 20 ans s'est faite vacciner par obligation afin de rentrer à l'école d'infirmière à Montbrison. Première dose, 7 août 2021. Deuxième dose, 28 août 2021. À partir du 12 octobre 2021,
Malaise, tête lourde, tête oppressée, cerveau embrumé, tachycardie, palpitations, sueur, membres engourdis, vision floue, jambes qui ne la portent plus, fatigue. Se sont enchaînés une multitude de rendez-vous chez notre médecin traitant. À savoir que Justine n'est pas allée voir de médecin depuis 4 ans. Aller et retour dans les hôpitaux, on nous parlait de dépression, de spasmophilie. Tout ça en même temps que Justine essaie de suivre ses études d'infirmière. Elle travaille beaucoup à la maison, se déplace pour les partiels qu'elle valide haut la main, mais n'a pu effectuer tous ses stages. Aucune prise en charge. On ne nous écoute pas. 23 janvier 2022, guérison quasi complète. Justine est totalement guérie. 5 février 2022, pour ses études d'infirmière, on oblige Justine à faire sa 3e dose. Elle dort pendant 30 heures. À son réveil, tous les symptômes sont revenus. Plus de bleu sur tous les membres inférieurs. Herpès, peau qui gratte, après alimentation, modification du goût. Elle n'a plus accès à son cerveau selon ses propres mots. Grâce au bleu, nous sommes un peu plus pris au sérieux. On nous dit effet indésirable dû au vaccin, mais personne ne l'écrit. 6 avril 2022, rendez-vous au service des infectieux à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Le professeur nous dit Covid long. Pour confirmer ses propos, il fait faire une prise de sang, sérologie négative. Justine n'a jamais eu le Covid. À demi-mot, il reconnaît que c'est le vaccin, mais ne l'écrit pas. Il nous envoie au centre de rééducation par le sport pour les Covid longs. Nous rencontrons un professeur qui va faire passer à ma fille. Je sais que vous allez vous couper, mais madame, Non, je ne vais pas te couper. est en train de nous regarder. Et c'est important parce que ces témoignages qu'on reçoit... Parler un peu plus lentement pour la traduction, s'il vous plaît. Et oui, on a plus de 3 minutes, donc il est nécessaire. Je vous remercie, madame la présidente. Nous savions pertinemment que ce n'était pas dû au stress. Nous partons sans prise en charge. Le professeur me demande de m'occuper de la rééducation de ma fille. Durant le test à l'effort, le cœur de Justine monte à 194 battements par minute et reste à 122 battements par minute pendant plus de 30 heures. En effet, à son réveil, elle se lève à 122. J'appelle le professeur, inquiète, il me dit qu'elle a dû faire un rêve agité. Nous recevons son compte-rendu sur lequel il écrit « Effet indésirable suite à vaccin contre l'hépatite B ». Malgré mes appels téléphoniques, sa secrétaire m'informe qu'il refuse de modifier. Ne sentant pas capable de gérer la rééducation de ma fille, je lui ai demandé si nous pouvions faire appel à un kiné. Nous allons chez un kiné qui très rapidement décèle un problème cardiaque chez Justine. Elle appelle elle-même notre médecin traitant afin que Justine consulte un cardiologue. Fin juillet, Justine voit un cardiologue qui observe des dysfonctionnements sans pouvoir les expliquer, aucune prise en charge. 20 octobre 2022, rendez-vous avec le docteur Cozon qui, après de multiples examens et prises de sang, nous informe que le vaccin a déclenché une encéphalopathie myalgique avec fibromyalgie incomplète. Il préconise de changer aussi son alimentation. Au 2e jour de son stage, Justine est rentrée épuisée, courbaturée et le corps entièrement raide. C'est un énième effet indésirable de la vaccination. En effet, de nombreuses femmes en Covid long ont ces effets lors de ces règles. C'est important d'écouter jusqu'au bout. Parce que ce que je regrette, c'est que l'EMA passe son temps tous les jours à répertorier des cas. Et ça, ce sont des vrais cas. Et vous n'avez qu'une partie de la face émergée de l'iceberg, parce que 10% font cet effort d'envoyer leurs témoignages. Et ce que je regrette, c'est qu'à ce jour, vous répertoriez dans ces beaux documents et que c'est classé et que c'est terminé. Vous ne prenez pas en compte ces cas parce que vous l'avez encore dit en début de séance que le vaccin est sûr et efficace. Non, madame, le vaccin n'est pas sûr et efficace. Vous passez votre temps à répertorier. Il y a déjà des gens qui passent leur temps à écrire, ça prend du temps. Des gens qui passent leur temps à nous appeler. Et je vous invite, pour conclure, je vois que l'Union européenne veut mettre en place un numéro vert d'accès à des SOS. C'est bien. Moi, je demande à ce qu'il y ait un appel téléphonique aussi directement dans votre agence et vous preniez en considération toutes ces malaises, toutes ces demandes, parce qu'il y a des vies derrière ces numéros d'appel, il y a des vies derrière ces lettres. Mrs. Yoron, normally you're quite disciplined, so I don't understand. You take time, you take... Écoutez, d'habitude, vous faites attention au temps de parole. Je ne comprends pas, là, vous êtes en train de prendre le temps des autres. C'est juste une question de respect les uns pour les autres. Très bien. Thank you, Chair. And, Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Cook, de votre présence. J'ai 3 questions. D'abord, sur le processus ayant mené à l'approbation initiale des vaccins. Il y a eu beaucoup de témoignages à part comme quoi les producteurs de vaccins, comme Pfizer, ont fait de fausses allégations, menti, et qu'ils ont hâté, accéléré la mise sur le marché du vaccin. On sait que Big Pharma, y compris Pfizer, n'est pas tout blanc-bleu. Ils ont reçu des millions en subventions et on doit donc juger avec une certaine méfiance saine tout ce que disent ces entreprises. Mais ici,
l'AME a tout simplement pris au pied de la lettre les allégations de ses producteurs. Elle a autorisé le vaccin, purement et simplement, sous la pression politique et populaire intense pour ce faire. Ma première question, qu'est-ce que vous pensez de ce processus? Deuxièmement, est-ce que l'AME compte toujours sur les données des producteurs? Est-ce qu'elle s'appuie toujours dessus ou est-ce qu'elle a d'autres données sur la sécurité des doses de rappel? Et puis, troisièmement, il y a eu, au moment des secondes doses, de rapport de presse expliquant qu'il y avait de grands effets secondaires, notamment sur le cycle menstruel. Et la réponse a été que c'était des effets secondaires que l'on inventait. Normalement, il y avait juste une petite douleur au point d'injection et suffisamment d'attendre quelques jours. Or, ce rapport qui a été diffusé par le gouvernement australien suite à des demandes montre bien que le vaccin ne reste pas sur le point d'injection. Il se distribue par le biais d'une injection intramusculaire et il passe au moins 48 heures à se diffuser dans tout le corps. Voilà ce que dit le réglementateur australien. On le savait avant la diffusion du vaccin en 2020. Donc, est-ce que vous saviez que le vaccin se diffuse dans l'intégralité du corps et ne se cantonne pas au site d'injection? Est-ce que cette connaissance éclaire votre connaissance des effets secondaires? Et puis, troisièmement, maintenant que vous savez tout cela, est-ce que vous pensez que EMA a bien fait d'approuver ce vaccin et de continuer à écouter Pfizer? Merci. Merci, Madame Martinez. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu parmi nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être revenu nous voir. Je crois que vous nous offrez une belle occasion de saluer le travail de l'Agence européenne du médicament dans une période difficile. L'agence a pu protéger beaucoup de gens grâce au vaccin. Ce sont des vies qui ont été sauvées. Et il est très important de bien reconnaître que tout cela s'est passé dans une période d'incertitude très forte à l'époque, une période d'urgence. Et il fallait donc pour l'AME faire de vrais efforts pour pouvoir réagir comme elle l'a fait. Donc merci beaucoup. Maintenant, ma question porte sur le financement des agences européennes, particulièrement la vôtre. En effet, je crois que cette agence est essentielle et qu'elle mérite donc de recevoir le financement dont elle a besoin. Or, les fonds publics nécessaires ne sont pas toujours disponibles, surtout, par exemple, lorsqu'il y a transfert depuis le budget de l'Union européenne. Et donc, il faut que les fonds soient disponibles pour vous permettre de faire votre travail sans entrave, non seulement le travail technique, mais également de pouvoir assurer toute la transparence que l'on vous demande et qui est si essentielle. En 2021, selon les données dont nous disposons, 80% des fonds de l'AME, à un moment crucial de la pandémie, provenaient d'acteurs privés, notamment de l'industrie. Et donc, considérant l'importance de votre travail, lorsqu'on pense à des choses comme celle-ci, il me semble qu'il faudrait trouver un équilibre très différent dans la ventilation des fonds, des financements. C'est-à-dire plus de fonds publics, moins de fonds privés. Dans la mesure où le financement privé risque de saper la fiabilité des mécanismes de décision indépendants. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se produit, mais c'est un risque qui existe. Il pourrait y avoir émergence de conflits d'intérêts. Et pour cette raison, êtes-vous d'accord pour dire qu'il faudrait augmenter les investissements publics dans votre travail et comment et dans quelle mesure le faire? Merci beaucoup. Je crois que ce sont toutes les questions qu'il y a, Madame Cook. Très bien, merci beaucoup. J'y répondrai avec grand plaisir.
Tout d'abord, je voudrais rappeler un peu à tout un chacun la situation en 2020, début 2020. Nous étions face à un nouveau virus dont on ne savait quasiment rien et nous voyions des gens tomber comme des mouches. Ça, ce sont les faits, c'est la réalité. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir avec toutes les institutions, les organisations de patients, les parties prenantes, l'industrie, pour essayer de garantir que nous puissions disponible d'un vaccin sûr et de bonne qualité pour les citoyens européens. Nous avons disposé d'une base de données extrêmement fournie à l'OME dès novembre 2020. Mais nous disposions aussi de très nombreuses données que l'on nous avait données au fur et à mesure des essais cliniques, au fur et à mesure des études et au fur et à mesure qu'un suivi était fait sur ces études. Ce qui fait qu'au moment où nous sommes arrivés à l'examen des dernières données disponibles, ce n'étaient pas les premières données qu'on examinait, on en avait examiné beaucoup. Et cela, je le dis pour répondre aux inquiétudes, comme quoi on aurait pris une décision très rapide sur le vaccin. Mais nous prenons les inquiétudes des citoyens extrêmement au sérieux. Et nous prenons très au sérieux toute allégation de falsification ou manquement au code de conduite. Et vous pouvez vous assurer que s'il y a n'importe quel élément en ce sens, il y aura toujours une enquête ciblée, précise, sans doute une inspection également, et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les informations que nous recevons sont fiables et que les Européens peuvent s'y fier. Parce que c'est notre responsabilité, précisément, vis-à-vis des citoyens, et je suis sûre et certaine que nous avons bien fait ce travail pendant la pandémie, et je referai exactement la même chose si l'occasion s'en représentait. Voilà pour répondre à une des questions. Cela étant dit, je suis vraiment désolée d'entendre parler du cas de cette jeune fille de 15 ans qui a vécu tous ces problèmes, mais c'est assez difficile pour moi de commenter sur un cas individuel, l'expérience individuelle d'un patient. Il y a beaucoup de patients qui se sont portés très bien. Et il y a quelques patients qui ont eu de gros problèmes. Et je crois qu'il est très important de bien comprendre cela et qu'il faut bien prendre tous ces rapports au sérieux afin de pouvoir nous aider à constituer tout un corps de connaissances, un corpus de connaissances qui nous aidera à déterminer quoi faire s'il y a des facteurs de risque à prendre en compte qui pourraient éviter de se retrouver avec une situation qui aurait à faire face à la situation que vous décrivez. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pendant mes remarques liminaires, que nous avons mis sur pied tout un service de suivi. Alors, j'entends bien que vous inquiétez de dire que nous avons pris assez tard certaines décisions concernant les effets indésirables auxquels on assistait, mais je voudrais vous rappeler que nous étions en train d'essayer de collecter ces données des 27 États membres, tout en essayant de valider ces données auprès de nos partenaires internationaux et d'essayer de garantir que nous adoptions la bonne démarche, la bonne marche à suivre et que l'on comprenait bien en quoi consistaient ces effets secondaires et ce que l'on pouvait faire pour essayer de les contrôler. Donc cela demande un peu de temps quand même pour arriver à le faire. Et nous sommes réunis à pas d'heure avec nos comités d'experts pour essayer de comprendre où était le problème, s'il y avait un problème, ce que l'on pouvait faire face à cela, est-ce qu'il y avait des avertissements à mettre sur les emballages, etc. Et je peux vous dire que cela s'est produit régulièrement, surtout au début de la pandémie, au fur et à mesure que l'on recevait de nouvelles informations, au fur et à mesure que l'on recevait de nouveaux rapports, parce que c'était un déroulement de vaccins d'une ampleur sans précédent. Donc il était évident que l'on allait assister à certains effets secondaires et qu'il allait falloir essayer de les évaluer tous, essayer de voir ce qui était lié au vaccin et ce qui n'y était pas, parce que certains effets secondaires ne sont pas liés au vaccin. Et ce que nous devions essayer de faire, c'était d'essayer de trouver
la base de certains effets secondaires qui intervenaient dans les essais cliniques. Quelle était cette base? Qu'est-ce qui était sous-jacent à ces effets secondaires dans la population pour pouvoir creuser la question si ces effets secondaires devaient surgir au dehors des effets cliniques. Et donc, c'est important d'avoir des rapports généraux sur ces effets secondaires parce qu'ils ne sont pas tous liés complètement au vaccin, ils arrivent dans la population générale. Et donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est un processus qui implique vraiment des experts et qui est vraiment très réglementé. Et nos experts sont extrêmement responsables. Ils essayent vraiment de comprendre s'il y a des facteurs qu'il faut essayer de contrôler. Parce qu'on veut vraiment que les vaccins soient aussi bénéfiques et aussi peu nocifs que possible. C'est notre devoir en tant qu'agent de réglementation. Et moi-même et mon équipe, je peux vous dire que nous prenons ce travail extrêmement au sérieux. D'autre part, je crois que vous m'avez posé la question de savoir comment se fier aux données des entreprises. Eh bien, la majorité des données que nous avons reçues vient effectivement des entreprises, mais nous avons demandé des données complémentaires. Nous avons également la possibilité, dont nous sommes prévenus, de faire des recherches supplémentaires nous-mêmes. Nous avons travaillé avec le CDC qui conduit des études indépendantes et qui reçoit des retours concernant le vaccin après sa mise sur le marché. Et donc, les données des entreprises sont complétées par des informations indépendantes et des études ciblées. Et nous faisons également une veille concernant tous les articles publiés pour pouvoir tenir compte de toute nouvelle information et pouvoir évaluer le besoin éventuel, la nécessité éventuelle d'amener de nouvelles restrictions d'utilisation. Maintenant, pour ce qui est je me perds un petit peu, pardon, de la question que vous m'avez demandé si le vaccin reste ou non au point d'injection. Tout d'abord, ce que je dois vous dire, c'est que l'ARN du vaccin ne reste pas longtemps dans le corps. Il se dissout, si on peut dire, il se défait très rapidement. Maintenant, vous avez parlé de la protéine spike et des nanocomposantes, mais l'ARN, lui, se décompose extrêmement rapidement et ne reste pas longtemps dans le corps. Les données que j'ai ici, ce sont des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 9 jours. Et l'ARN et les nanoparticules restent au point d'injection et diminuent sur une période d'environ 9 jours. Les données montrent que cela se décompose très rapidement. Et ce sont donc des quantités minimes qui peuvent atteindre d'autres tissus, comme par exemple celui du foie. Et les études dont nous disposons sur les vaccins ARN ne sont pas les seules. Nous avons également, bien avant le vaccin sur le Covid, disposé de données sur la technologie ARN qui nous permet de comprendre comment cela fonctionne et quelle en est la distribution. Et maintenant, pour en venir à la question sur le financement, je crois qu'il est essentiel que nous disposions d'un système indépendant pour la réglementation des médicaments. Et il est vrai que notre système actuel s'appuie sur des fonds qui sont collectés de la part de l'industrie, mais nous avons une politique très forte en matière de conflit d'intérêts. Nous tenons extrêmement fort à la communication. Nous avons un système d'examen par les pairs qui rend très difficile pour toute personne le fait d'influencer l'issue d'un processus ou d'une demande quelconque
vu notre système de lutte contre les conflits d'intérêts et d'examen donc par les pairs. Et je crois que nous devons toujours compléter ce que nous faisons déjà par des financements supplémentaires pour avoir des études supplémentaires, complémentaires. Nous essayons toujours de faire au mieux avec les ressources dont nous disposons, mais il est évident que l'on peut en faire davantage dans toute l'Europe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Madame la Présidente, et merci Madame Cook d'être là parmi nous. Moi, je voudrais revenir sur la problématique des effets secondaires. Et 2 ans sont passés et nous avons reçu, grâce à un magazine scientifique suisse, un rapport périodique, qui est le rapport PSUR, du mois de juin 2021, pour le vaccin Pfizer. Et comment ils ont pu faire sortir ce rapport? Eh bien, ils ont demandé l'accès aux documents, puisque ce document n'est pas mis à la disposition du public. Alors, j'ai regardé ce document avec d'autres scientifiques et je vous signale que 6 mois après le début de vaccination, on a quand même des chiffres troublants. Plus de 327 000 signalements d'effets secondaires à travers l'Union européenne, qui contiennent à peu près 1 172 000 différents événements d'effets secondaires. Pfizer classifie que 1/3 de ces effets secondaires sont classés comme sérieux. Les femmes sont touchées 3 fois plus que les hommes. Le nombre d'effets secondaires le plus élevé concerne la catégorie d'âge de 31 à 50 ans. 94% des cas concernent les personnes qui ne sont pas touchées par les comorbidités. 5115 morts sont survenus après vaccination, etc., etc. Donc, quand on voit ces chiffres, on se dit, comment se fait-il que sur certaines catégories, et je vais vous prendre quand même le cas des femmes allaitantes, et des femmes qui étaient enceintes. Dans ce rapport de juin 2021, sur un total de 26 résultats de grossesse enregistrés au cours de l'intervalle de déclaration, 15 ont entraîné un avortement spontané et 5 des résultats de la grossesse ont entraîné des naissances vivantes avec des anomalies congénitales. Donc, Madame Cook, d'abord, est-ce que vous confirmez l'authenticité de ces données, puisque c'est le rapport du PSUR de 2021, et est-ce que vous avez conclu que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable? Alors, comment se fait-il que l'EMA a continué à encourager les femmes enceintes et allaitantes à se faire vacciner sur la base de ces données? Comment se fait-il que ce tout premier rapport de pharmacovigilance pour le vaccin, chargé de telles données accablantes, n'a pas obligé l'EMA à tirer la sonnette d'alarme? Que justifie de conclure que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable? Comment se fait-il aussi qu'à la suite de ce rapport de juin 2021, ce produit a été recommandé aux adolescents et aux enfants à partir de 5 ans? Alors, vous voyez, moi, vraiment, ça m'interroge, à la fois en tant que scientifique, puis en tant que députée européenne. Qu'au début, on ne sache pas. 6 mois après, on a un rapport fourni par les laboratoires pharmaceutiques, notamment par Pfizer. On voit quand même qu'il y a des chiffres très troublants. Pourquoi l'EMA, quand même, on a voté, et moi j'ai participé à la directive sur la pharmacovigilance, vous avez une responsabilité pour faire remonter les effets secondaires. On avait des populations critiques, population des femmes en grossesse, on avait les populations d'adolescents, on avait les enfants, et vous ne tirez absolument pas la sonnette d'alarme malgré les chiffres que vous recevez des laboratoires pharmaceutiques. Alors moi, franchement, ça m'interroge. Et si on veut retrouver la confiance des citoyens européens vis-à-vis de la vaccination, il faut jouer la transparence la plus totale. Et il faut que vous puissiez dire, eh bien, ces rapports périodiques, maintenant, ils vont être publics. Merci beaucoup. Mrs. Donato. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci à Madame la Vice-présidente Cook d'être ici parmi nous. Et vous avez une base de données sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid.
Or, l'examen de doses a montré qu'il y avait des cas d'effets indésirables, voire de mort de personnes qui ont été vaccinées. Pourquoi avez-vous demandé à l'organisme chargé de reporter ces données de détruire des codes de l'eau et ne pas avoir publié les codes de l'eau des personnes infectées sur votre base de données? En effet, publier le numéro de l'eau n'aurait pas permis d'identifier la personne touchée. Et donc, ça n'avait absolument rien qui aille à l'encontre du RGPD. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que dans votre réponse à ma question écrite sur ce point, vous avez dit qu'il était nécessaire de supprimer ces données afin d'être en conformité avec le RGPD. Eh bien, je crois que les numéros de l'eau ne suffisent largement pas à identifier une personne qui fait état d'un effet secondaire. Deuxième question. Comment est-ce que vous faites le distinguo entre des symptômes de Covid long et des effets secondaires dans des personnes vaccinées? Quelles données est-ce que vous utilisez pour établir des corrélations ou des relations de causation entre une infection antérieure par le Covid et des symptômes de Covid long? Je vous demande de ne pas passer rapidement par-dessus cette question, comme l'a fait il y a quelques minutes la commissaire Kyriakídis, parce que ce serait vraiment injuste. Dernière question. Sur quelles données et sur quelle méthode scientifique d'évaluation l'agence se base-t-elle aujourd'hui pour calculer le ratio bénéfice-risque de chaque vaccin contre le Covid? Et comment tenez-vous compte des effets secondaires rapportés par le virus et l'EMA? Merci beaucoup. Merci. Monsieur Thérèse. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci pour tous les détails très intéressants que vous partagez avec nous aujourd'hui. J'ai quelques questions. Je tente toujours de comprendre ce qu'il s'est passé au début de la pandémie. D'où ma première question. Étiez-vous consciente, votre agence était-elle consciente de l'existence du coronavirus avant décembre 2019? Car c'est le moment où les autorités taïwanaises ont procédé à une notification auprès de l'OMS quant à l'existence de ce virus. Il n'était pas encore appelé Covid, coronavirus, mais en tout cas, la notification avait eu lieu. Première question. Et elle est importante car les questions suivantes en découlent. La commissaire Kyriakídis a mentionné que le 9 janvier s'était tenue la première réunion au sein de la Commission européenne pour parler du coronavirus. La séquence ADN de ce virus a été divulguée par les autorités chinoises le 11 janvier. Le 14 janvier, Pfizer et BioNTech avaient déjà lancé des essais sur leurs produits quelques jours à peine après que les autorités chinoises ont divulgué cette séquence ADN. D'où ma question. Vous, en tant que directrice de l'Agence européenne du médicament, comment était-il possible qu'en 3 jours après que le monde ait appris la séquence ADN, une société pharmaceutique procède déjà aux premiers essais sur des animaux quant à ces produits? C'est d'ailleurs le cas de Comirnaty, produit par Pfizer, mais aussi pour Moderna, par exemple. Là aussi, Moderna vous a soumis des demandes d'autorisation et des données d'essai pour leur vaccin. Et le premier essai était lancé le 5 octobre 2016, ensuite mars 2017, ensuite 5 avril 2017. J'ai toute une liste de dates des essais cliniques de Moderna. Comment était-il possible qu'une société pharmaceutique mène des recherches sur ces vaccins avant que nous soyons même au courant de l'existence de ce virus? Votre agence en était-elle consciente ou pas? Question suivante. Les essais cliniques chez les humains
en vertu des informations publiques, en tout cas données au public. Pour Comirnaty, les premiers tests chez les humains ont été réalisés en avril 2020. Pour Moderna, premiers essais ont été réalisés le 16 mars 2020. En tout cas pour l'Union européenne, à ce moment-là, tous les États étaient en confinement complet pour 2 mois au moins. D'où ma question. Étiez-vous consciente de l'existence de ces essais cliniques chez les humains? Et est-ce que les sujets de ces essais avaient été exposés au virus de façon intentionnelle, puisqu'il s'agissait d'essais cliniques avec un contrôle placebo? Ensuite, la commissaire Kyriakides a déclaré, je cite en substance, la Commission européenne était en contact avec l'EMA pour améliorer les vaccins. Quelles sont ces discussions, ces réunions, ces contacts que vous avez eus avec la Commission avant l'autorisation des vaccins? Car nous pensons que l'EMA doit être une organisation indépendante, exempte de toute forme de pression. Et nous voyons là qu'avant l'autorisation de ces vaccins, la Commission visiblement était en contact avec vous. Ensuite, vous avez entendu le cas de cette jeune fille présentée ici qui souffre de ces effets secondaires très sérieux. C'est un récit triste, mais qui n'en est qu'un parmi de très nombreux. En vertu de votre rapport sur la sécurité pour ces vaccins, pour le Comirnaty, nous avons 8000 personnes qui sont mortes de façon spontanée après l'injection par Comirnaty. Est-ce que ce chiffre suffit en lui seul à susciter des questions ou est-ce qu'il nous faut attendre plus de morts encore avant d'admettre qu'il y a de sérieuses difficultés, sérieux problèmes liés à l'injection? Merci beaucoup. Vous aviez 1 minute, vous en avez pris 4. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Monsieur Thérèse. Vous auriez pu poser vos questions d'une autre façon, Monsieur Thérèse. Non, c'est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons des accords pris entre nous, nous tentons de nous respecter, c'est ce que je voulais dire, Monsieur Thérèse. Je n'avais pas eu l'occasion de le dire avant, je voulais le dire maintenant, il nous faut poser ces questions à ces personnes. Vous savez que vous pouvez toujours poser toutes les questions, ce n'est pas ça le problème. Madame Triel-Noir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est moins une question qu'un témoignage. J'ai passé 30 ans de ma vie à participer à des essais cliniques randomisés. Randomisé, ça veut dire qu'on compare de manière comparable, par tirage au sort, des personnes qui reçoivent un traitement avec des personnes qui n'en reçoivent pas, ou bien des personnes qui reçoivent un nouveau traitement avec des personnes qui reçoivent un traitement standard. Les essais auxquels il est fait allusion ici étaient des études randomisées contre placebo. Dans ce contexte, et je ne porte aucun jugement de valeur, un témoignage à propos d'un cas est certes poignant et intéressant, mais n'a aucune portée scientifique. La compilation des effets secondaires est une technique par laquelle les cliniciens, dont j'ai fait partie, doivent rapporter tous les événements survenus pendant l'étude, que ce soit dans le groupe traité ou dans le groupe standard, et quels que soient ces événements, ça peut être un rhume, ça peut être un mal à la gorge, ça peut être n'importe quel événement. Et ensuite, les experts travaillent sur l'imputabilité de ces effets secondaires au traitement, après avoir évidemment fait la balance avec ce qui s'est passé dans le groupe témoin. Je voulais simplement rappeler ces évidences de base sans lesquelles on ne peut pas juger dans une salle de commission des résultats d'une étude clinique. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Madame Triel-Noir, pour ce témoignage. Je pense que cela permet d'atteindre un bon équilibre dans notre commission. Merci, Madame Triel-Noir.
Voici toutes les questions à votre adresse, Madame Cook. Yeah, so thank you very much. Merci beaucoup. Et en effet, je ferai de mon mieux pour répondre à ces questions. Je dois dire que je ne dispose pas de toutes les réponses, car je ne sais pas précisément ce qui s'est passé quant à ces dates que vous aviez mentionnées, mais je peux vous expliquer ce que je sais. Et puis, pardonnez-moi, mais je n'étais pas en poste dans ma fonction actuelle au moment, ou en tout cas pour certaines dates que vous avez mentionnées. Toutefois, au moment où, à ce moment-là, je travaillais pour l'OMS, et donc j'ai bien sûr quelques idées de la progression des choses. Je reviens tout d'abord sur l'utilisation des vaccins chez les femmes enceintes. Lorsque les essais cliniques sont menés, initialement, nous n'avons pas intégré les femmes enceintes, mais il nous est apparu qu'il nous fallait en savoir plus sur les vaccins avant d'avoir une exposition à ces vaccins par les femmes enceintes, et nous avons dès lors demandé aux sociétés de procéder aux essais cliniques. Cela était d'ailleurs l'une des obligations. Malgré le fait que cela n'était pas repris dans les informations sur les produits, toute une série de sujets, de patients sont tombés enceintes après avoir été vaccinés. Et puisque nous avions un tel déploiement à une si grande échelle dans la population générale, nous avons pu collecter des données relatives à la sûreté des vaccins chez les femmes enceintes. Nous avons collecté des données de concert avec la communauté scientifique pour nous permettre de mettre à jour les informations relatives aux produits, et ce en février 2022, car nous disposions d'énormément de données d'observation sur les données sur les femmes enceintes qui avaient été vaccinées au deuxième ou troisième trimestre. Nous avons donc réévalué des études avec notamment 65 femmes enceintes, et nous n'avons pas pu noter quelques complications, naissance prématurée ou fausse couche dans ce groupe de femmes enceintes vaccinées. Et pour cette raison, nous avions une certaine confiance quant au fait que nous pouvions changer l'étiquetage sur la base de ces 65 000 femmes enceintes vaccinées. Et nous avons dès lors modifié l'étiquetage et donc les informations sur les produits en février 2022. Et j'aimerais parler maintenant de l'autorisation des vaccins chez les enfants. Vous le savez, initialement, les vaccins étaient autorisés en particulier pour le groupe d'âge 18 ans et plus. Mais ensuite, des études complémentaires ont été menées en parallèle, en montrant des données pour les groupes d'âge inférieurs, chez les personnes de plus en plus jeunes, donc. Et puis, en apprenant plus sur la maladie, nous avons également appris que certains enfants souffrent extrêmement de cette maladie, de la COVID en tant que maladie. Il était dès lors nécessaire d'avoir accès à des vaccins pour les enfants également. Nous avons donc procédé à une évaluation des données qui découlaient des essais cliniques, et nous avons noté une équivalence des effets entre les données pour les adultes et les données des enfants, ainsi que des profils de sûreté très similaires, à une exception près pour la question de la myocardite chez les jeunes hommes. Cela reste un effet secondaire rare, à savoir moins d'une fois sur 10 000 patients en termes d'incidents, mais nous avons noté une augmentation pour les enfants de 12 à 17 ans, et nous avons dès lors modifié l'étiquetage de façon appropriée.
J'en viens à la question de Madame Donato. Quant aux données que nous avons fournies donc dans la banque de données vaccination américaine, nous avons la pharmacovigilance de notre côté, et aux États-Unis, on utilise ce qu'on appelle le VERS. En étant guidé par les lois de protection des données en Europe, nous avons donc des mesures de politique relatives à l'accès aux données qui limitent le nombre de données que nous pouvons fournir à certains États non européens s'ils ne disposent pas des mêmes règles en termes de protection des données à caractère personnel que les nôtres. Et puisque nous avions une combinaison, donc le fait que les effets secondaires étaient rares et en provenance de pays avec de faibles populations, de petites populations, autrement dit, il était théoriquement possible d'identifier les individus dans ces cas-là, et nous avons dès lors demandé à ce qu'il y ait un retrait des banques de données en concertation avec le superviseur pour la protection des données dans l'UE. Et nous avons donc dû agir de la sorte pour garantir une bonne conformité avec le RGPD ou les règles de protection des données. Alors, sur la question des risques-bénéfices pour les vaccins, nous fournissons des lignes directrices quant au type d'information pour en arriver à une évaluation risque-bénéfice. Mais en réalité, c'est un jugement d'experts qui se fonde sur la sévérité, la gravité de la maladie, l'efficacité également des médicaments ou du vaccin, le profil de sûreté. Et ce n'est pas c'est tout simplement une évaluation d'experts qui est d'ailleurs prise très au sérieux par notre groupe de travail composé de tous les experts des États membres. Et dans ce cadre-là, nous avions également reçu la contribution de notre task force d'urgence. Nous avions des experts maladies infectieuses qui ont donc contribué à notre décision. Et c'est d'ailleurs la procédure habituelle. Nous analysons de façon très critique les données. Et puis, notre comité d'experts en arrive à une évaluation en disant que c'est positif en matière de risque-bénéfice. Nous demandons alors à ce qu'il y ait une étude supplémentaire pour garantir la surveillance de sûreté. Donc, en cas d'apparition d'une modification des choses, eh bien, nous avons dès lors une méthodologie en place pour bien réagir. Quant aux questions de M. Thérèse, qui me demande ce qu'il en est de l'existence du coronavirus, eh bien, la commissaire s'est en effet référée à la date du 9 janvier 2020. C'est dès lors la date à partir de laquelle nous avions des informations, une connaissance des choses au sein de l'Union européenne. À l'époque, je travaillais pour l'OMS et nous entendions parler, en effet, de l'apparition d'un problème potentiel, mais cela a pris un certain temps avant de savoir qu'il s'agissait d'un virus avec une transmission d'humain à humain. Je ne peux pas vous donner de date exacte à partir de quand les choses où cela a été vraiment le cas, mais c'était très certainement très peu après les premières infections en Chine. Et puis, bien sûr, la séquence ADN du virus a été partagée avec la communauté internationale. Je pense que sur le plan de la procédure et sur l'accumulation des preuves, il est important de se rappeler qu'énormément de recherches ont été réalisées avant la COVID-19. Beaucoup de recherches avaient déjà eu lieu sur les technologies à ARN messager. Nous disposions dès lors déjà de données probantes sur cette technologie relative à l'ARNM
qui pouvaient nous aider à en arriver à ces vaccins ARN contre la COVID-19. Car le vaccin contenait par le passé donc le virus, mais les recherches sur les vaccins ARN messagers ont en réalité eu lieu depuis près de 2 décennies et nous avons pu utiliser une partie de ces données, en particulier des essais réalisés sur les animaux, pour étoffer les autres données et tout simplement pour mieux comprendre ces vaccins COVID-19. Vous vous êtes référé également à différentes dates et là, je crains de devoir vérifier dans les détails et vous revenir peut-être par la voie écrite. Je n'ai pas toutes ces dates à l'esprit. Mais je sais que le monde entier attendait de nous que nous déployions absolument tout pour disposer de la base scientifique suffisante pour poursuivre et passer aux essais cliniques. Nous n'avions jamais eu autant de sujets d'essais cliniques. Au sujet d'ailleurs, patients qui étaient bien informés des risques associés à ces essais. Nous avions plus de volontaires que ce qui était nécessaire. Independence of the agency. Vous avez posé des questions sur l'indépendance de l'agence. Je souligne que nous sommes une agence indépendante. Bien sûr, nous avons eu de nombreux contacts avec la commissaire Kyriakides et différentes parties prenantes, puisque le vaccin n'est qu'une partie des réponses à la pandémie de Covid-19. Nous avons échangé des informations sur l'épidémiologie, les défis auxquels étaient confrontés les États membres, mais pas en ce qui concerne l'évaluation des dossiers qui relèvent uniquement de l'Agence européenne du médicament et qui ne relèvent pas de la Commission. Mr. Tress, Mr. Ross, Mrs. Anderson, half a minute each. Vous avez chacun 30 secondes, car nous devons conclure. Donc, chacun 30 secondes. Une question. Une date a été fixée. Je serai très bref. Vous avez indiqué que vous avez appliqué une technologie qui a été utilisée avant qu'on connaisse le virus. Et sur la base de cette technologie, vous avez autorisé un produit médical après, lorsque le virus a été découvert. Est-ce que vous pouvez nous citer un autre exemple dans l'histoire de la médecine où un médicament a été testé et trouvé avant que la maladie ne soit connue? Très brièvement, une maladie n'a pas été eu de réponse en ce qui concerne la diffusion à l'ensemble du corps, alors qu'on considérait que le vaccin resterait localisé au niveau de l'épaule. C'est une information qui a été diffusée. Est-ce que l'EMA avait connaissance du fait que le vaccin se diffuserait dans l'ensemble du corps avant que le vaccin ne soit autorisé? Votre collègue a pris plus de 6 minutes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps pour que tout le monde intervienne. Vous avez 30 secondes. Merci. Madame Anderson, j'ai 2 questions. 2 demandes et 2 questions.
On a entendu 2 fois aujourd'hui que 20 millions de vies ont été sauvées grâce à ce vaccin. Comment arrivez-vous à ce chiffre et pouvez nous donner tous les documents qui permettent d'étayer cette allégation? Deuxièmement, vous avez dit que l'EMA mène des recherches indépendantes. Est-ce que vous pouvez nous donner la documentation concernant ces recherches liées au vaccin? J'en viens maintenant à mes 2 questions. Elles sont très simples, j'espère que vous pourrez y répondre. Combien d'effets négatifs graves ont été communiqués à l'EMA en ce qui concerne le vaccin ARNM? Donnez un chiffre global, notamment et également par dose administrée. Combien de décès ont été communiqués à l'EMA en ce qui concerne ces vaccins? Là encore, donnez s'il vous plaît un nombre total, absolu et par dose administrée. Vous avez dit 2 fois que vous avez assumé vos responsabilités en ce qui concerne la sécurité de ces vaccins. Vous avez pris votre responsabilité très très sérieusement. Vous devriez donc pouvoir nous communiquer des chiffres concernant cette question fondamentale et essentielle que je viens de vous poser. Sinon, eh bien, je conclurai que cela vous est égal ou que vous travaillez pour un des lobbies des laboratoires pharmaceutiques en Europe. Donc, j'espère que vous pourrez répondre à cette question précise. Madame Anderson, je vous invite à ne pas tenir compte de cette dernière remarque. On ne peut pas citer des chiffres comme ça à pied levé, c'est impossible. Madame Anderson, c'est une question fondamentale. La présidente. Je ne dis pas qu'on ne va pas répondre, mais on ne peut pas répondre comme ça au pied levé à des questions si précises de chiffres. En ce qui concerne les autres réponses, elles nous seront fournies par écrit. Soit on obtient une réponse, soit on obtient une réponse par écrit. Madame Anderson, pourquoi ne la laissez-vous pas décider vous elle-même si elle veut répondre à ma question? La présidente, restons calmes. Madame Cook. Merci. Je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions qui ont été posées. Et pour le reste, je répondrai par écrit. D'abord, en ce qui concerne les technologies et le produit. Comirnaty a été le premier vaccin autorisé avec une technologie à ARN messager. Mais d'autres vaccins ont fait l'objet de tests sur les animaux et sur des humains depuis un certain nombre d'années. Donc on avait une expérience de la technologie ARNM, mais pas en ce qui concerne cette maladie en particulier, bien sûr. Donc là, je parle des expériences qui ont été faites en ce qui concerne la technologie du vaccin ARNM qui ont permis d'accélérer les recherches qui ont été faites plus précisément en ce qui concerne le Covid. En ce qui concerne les particules nano, je ne connais pas cette étude australienne et je ne peux donc pas vous répondre à ce stade. Les réponses seront fournies par écrit. Intervention hors micro, les interprètes n'entendent pas l'intervention. Elle fera les vérifications, elle examinera l'étude et vous aurez une réponse. Le secrétariat va rassembler toutes les questions qui n'ont pas obtenu de réponse, puis des réponses nous seront communiquées. Par le passé, Madame Cook a toujours répondu aux questions par écrit. Oui, je vous prie de m'excuser. Merci. J'en viens à l'estimation de 20 millions de morts. C'est un de vies sauvées.
c'est un chiffre au niveau mondial qui ne vient pas de l'EMA. Nous disposons de rapports sur des études indépendantes concernant le vaccin ARN-MN que nous pourrons vous communiquer sans aucun problème. J'en viens maintenant aux chiffres. Alors, je peux vous donner certains chiffres et ensuite je compléterai ultérieurement. Il faut remettre ces chiffres dans leur contexte par rapport aux doses qui ont été administrées. Donc c'est assez complexe, notamment lorsqu'il s'agit de plusieurs vaccins. En février 2023, 1,7 million d'effets secondaires ont été signalés. Mais tous n'ont pas de rapport de cause à effet avec le vaccin. Donc 1,746 millions de cas. Si on s'intéresse au vaccin Comirnaty jusqu'au 31 janvier 2023, le nombre de cas spontanés d'effets secondaires qui ont été signalés dans l'EEA est de 1 million, pratiquement. Les cas de décès représentent 0,9%. Donc là, il s'agit de chiffres sur lesquels nous sommes tout à fait transparents, mais pour lesquels le rapport de causalité n'a pas nécessairement été établi. Le fait qu'il y ait 1,7 millions, il faut dire qu'il peut y avoir une personne qui ait plusieurs effets secondaires. Donc, il est très difficile d'établir un rapport exact avec le nombre de vaccins administrés. Il faut bien comprendre le contexte et c'est la raison pour laquelle il faut une évaluation de causalité détaillée, notamment par le biais de la pharmacovigilance. Les chercheurs essaie d'évaluer l'ensemble des cas signalés et pour lesquels il y a une relation de causalité établie. La présidente, comme je l'ai indiqué, si certaines questions n'ont pas obtenu de réponse, cela a été indiqué par Madame Koch, nous allons les rassembler. Nous veillerons à ce que vous obteniez une réponse. Les 30 secondes. Madame Cook, l'EMA s'était engagée à publier les rapports mensuels des producteurs de vaccins ainsi que les rapports périodiques. Vous aviez dit que vous les mettriez sur Internet et c'est toujours pas fait. Est-ce qu'il y a un manque de moyens? Pourquoi, dans le cas de la transparence, pour retrouver la confiance, vous n'avez toujours pas publié ces rapports mensuels des fabricants et les rapports périodiques? Il y en a 6. Voilà, je vous demande pourquoi. Yeah, we have published 52. Oui, nous avons publié 52 rapports mensuels sur les effets secondaires du vaccin depuis le début de la pandémie. Des rapports mensuels. Nous ne publions pas les rapports de mise à jour de sécurité, mais c'est effectivement une question de ressources. Mais il n'empêche qu'on regarde tout cela, on se penche sur la question, mais tous les mois, depuis 52 mois, nous avons publié le rapport avec tous les effets secondaires. Avec le nombre de personnes vaccinées ou de doses administrées, le nombre d'effets reportés, le nombre de décès constatés, tous les nouveaux événements qui sont constatés, tout ce qui est relevé. Notre comité de la pharmacovigilance se penche dessus
regarde à chaque fois s'il est nécessaire de changer l'étiquette, la notice. Nous avons eu des enquêtes sur certains effets secondaires qui pouvaient potentiellement être liés au vaccin. Certains l'ont effectivement été et d'autres ne l'ont pas été. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup aux interprètes d'être restés un peu plus longtemps parmi nous. Je sais que c'était déjà une longue après-midi, donc nous apprécions beaucoup cet effort. Nous remercions beaucoup la présidente de nous avoir écoutés aussi. Oui, pardon. C'est 50 rapports sur 2 ans, je devais préciser. Et la question des 20 millions de vies sauvées, c'est l'intégralité des vaccins contre le Covid. Pas juste les vaccins ARN. Hein, tous les vaccins contre le Covid. Je ne l'ai pas dit, moi. Hein. Et vous aurez la référence de l'étude sur ce chiffre. Très bien. Merci beaucoup à Madame Cook d'être venue, d'avoir répondu à toutes les questions. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt pour les vaccins dans cette commission. Je crois que c'est une bonne chose. Mais je crois que, comme je l'ai dit, le secrétariat fera le tour pour noter toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Demain, 9 h... nous reprendrons 10 h, pardon, et non 9 h. Attention, nous nous repencherons sur les rapports et l'émission. Voilà, 10 h donc.